On a tous connu ça. On tapote une poche soudainement vide. Ah oui, la fameuse poche vide. Ouais, ce petit frisson de panique glacée qui remonte le long du dos, le rythme cardiaque qui accélère d'un coup. Et en fait, c'est pas qu'un simple coup de stress anodin. Selon les toutes dernières données, je parle de celles de 2024-2025 du Pew Research Center, 28% des adultes américains déclarent être en ligne presque constamment. C'est énorme, 28%. Bah oui, et le mot-clé ici, c'est vraiment constamment. On parle pas de consulter un écran souvent ou de jeter un œil compulsif à ses notifications entre deux réunions. On parle d'un état de connexion ininterrompu du lever au coucher. Ce qui décrit, en termes purement neurologiques, un état d'éveil technologique perpétuel, en fait. Une boucle qui s'arrête jamais. Exactement. C'est une boucle d'attention qui ne se ferme absolument jamais. Le cerveau reste continuellement en alerte, branché sur un flux de données externes. Et le plus troublant là-dedans, c'est vraiment la façon dont ce frisson d'angoisse lié à la déconnexion, c'est devenu la toile de fond complètement banale de notre quotidien. C'est fou quand on y pense. Et l'origine biologique et sociale de cette petite secousse d'anxiété, c'est précisément ce qu'on va décortiquer dans notre plongée d'aujourd'hui. Tout à fait. Et on a des documents assez incroyables pour ça. Ouais, on a une pile de sources assez éclectique, mais vraiment fascinante. On va s'appuyer sur un dossier d'investigation majeur publié par le média Block News, des études cliniques très récentes de l'université de York et de Stanford, et, au milieu de tout ça, un truc inattendu, une nouvelle de science-fiction de 1972. Qui s'est avéré être d'une précision glaçante, on va le voir. Grave, c'est une combinaison qui semble un peu improbable sur le papier, mais qui crée un cadre d'analyse hyper efficace. Les données cliniques nous montrent ce qui se passe dans nos crânes aujourd'hui, et la littérature nous fournit le vocabulaire pour comprendre l'architecture invisible de tout ça. C'est exactement ça. La littérature donne du sens statistique, en fait. Voilà. Et je précise que le but de notre exploration aujourd'hui, c'est vraiment pas de faire la morale. On va pas dire que les écrans, c'est le mal absolu et qu'il faut tous aller vivre dans les bois. Heureusement. La mission, c'est de comprendre mécaniquement comment cette connexion permanente a recablé la psychologie humaine. Comment on en est arrivé à oublier ce qu'est le silence véritable. Et pour comprendre ça, rien de tel que de regarder ce qui se passe quand on coupe brutalement le courant. Absolument. Ce qui nous amène à cette fameuse expérience de l'Université de York menée en janvier 2024. Tu peux nous en parler un peu? Bien sûr. C'est un protocole radical mené à la Stanway School à Colchester, en Angleterre. Les chercheurs ont pris une classe d'élèves de 8e année, donc on parle de jeunes d'environ 13 ou 14 ans. L'âge critique pour les réseaux, quoi. C'est ça. Et la consigne était stricte, un sevrage absolu pendant 21 jours. Aucun téléphone portable, zéro réseaux sociaux, pas de Wi-Fi, pas la moindre notification. Le vide numérique total pour des ados. Attends, décortiquons un peu ça, parce que la chronologie de l'étude est vraiment passionnante. Oui, les étapes sont très marquées. Lors de la première semaine, les rapports parlent littéralement d'un état de panique généralisé chez les élèves. Ok, mais là je veux jouer un peu l'avocat du diable 2 secondes. Vas-y. Est-ce que les chercheurs n'ont pas un peu dramatisé le truc? Tu veux dire par rapport à de l'ennui classique? Ouais, exactement. Est-ce qu'on n'a pas simplement affaire à des gamins qui s'ennuient à mourir et qui réagissent de manière excessive pour se faire remarquer? Alors, c'est une réaction très légitime de se poser la question. Mais les études du laboratoire de Stanford sur le bien-être numérique, qui sont croisées dans nos sources, démontrent que cette panique n'a rien d'une métaphore. Ah ouais, c'est pas juste psychologique? Non, pas du tout. Ce n'est pas juste de l'ennui. Le système nerveux de ces adolescents s'est développé depuis leur petite enfance en s'adaptant à une stimulation massive et continue. Donc ça touche vraiment à la structure du cerveau? Totalement. L'architecture même de leur cerveau, notamment les circuits de la récompense, s'est construite autour d'un flux ininterrompu de micro-décharges de dopamine. C'est généré par l'anticipation algorithmique des applications. Donc si je comprends bien, quand on leur retire ça du jour au lendemain, c'est physiologique. C'est entièrement physiologique. Priver ce cerveau de sa boucle dopaminergique routinière, ça provoque un choc. Le corps comprend pas ce qui se passe. Voilà. L'organisme interprète soudainement son environnement physique normal comme étant gravement sous-stimulant. Le cerveau cherche son carburant habituel, il ne le trouve pas et du coup il déclenche une réponse de stress. Il libère du cortisol. Du cortisol, l'hormone du stress. Exactement. L'impression d'être coupé du monde que rapportent ces jeunes, c'est leur système nerveux qui tire la sonnette d'alarme parce qu'il a perdu sa ligne de base de sécurité. D'accord. Donc l'organisme est vraiment en manque de son carburant numérique. Mais ce qui est fascinant, c'est que la plasticité du cerveau est incroyable. La bascule s'opère dès la 2e semaine. Oui, la phase d'ajustement cognitif.
C'est là que les données de l'université d'York prennent une tournure, enfin, presque poétique, je dirais. Ouais, il y a une expression géniale dans le rapport. Les chercheurs ont observé une transformation frappante dans la dynamique de groupe. Ces jeunes ont commencé à initier des échanges en face à face prolongés. Et le rapport utilise cette fameuse expression « ils ont dû réapprendre la syntaxe du silence partagé La syntaxe du silence partagé, c'est tellement fort comme image. ». Ça en dit long sur ce qu'ils avaient perdu. Ouais, c'est un peu comme s'ils avaient toujours vécu avec une immense prothèse cognitive fixée sur eux, une sorte de béquille qui gérait toutes leurs interactions à leur place. Et dont ils ignoraient l'existence en plus. C'est ça, hein. On leur enlève la béquille, et forcément, au début, ils titubent. Leurs muscles sociaux étaient atrophiés par le manque d'usage. Et devaient réapprendre la base, soutenir le regard de l'autre, lire un langage corporel subtil sans avoir besoin d'un emoji pour décrypter le ton de la voix. Et surtout, apprendre à survivre à un blanc dans la conversation. Tolérer ce silence sans ressentir le besoin compulsif de sortir un téléphone pour combler le vide. Ce qui est dingue, c'est la vitesse à laquelle le corps récupère. Mais grave! Arrivé à la 3e semaine, l'agitation a totalement disparu, non? Complètement. L'expérience prouve que la récupération neurologique est d'une rapidité fulgurante. Les métriques de la 3e semaine montrent une capacité de concentration multipliée par 3 en classe. Multiplié par 3, c'est énorme. Et c'est pas tout. La qualité architecturale de leur sommeil a été restaurée. En à peine 21 jours, ces adolescents ont découvert de manière empirique comment exister ensemble sans qu'une audience invisible ou un algorithme n'évalue leurs interactions en temps réel. Et là, on pourrait se dire qu'on a affaire à une pathologie purement contemporaine, un truc très 2026. On se dit que ce vertige face au silence, c'est le problème exclusif de la génération smartphone. Sauf que nos sources disent le contraire. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'on plonge dans ce texte vieux de plus de 50 ans, qui décrit avec une précision chirurgicale la mécanique de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est vraiment l'argument central développé par le dossier d'investigation de Block News. Les journalistes établissent un parallèle inattendu avec un roman court, Le nom du monde des forêts. De la grande Ursula K. Le Guin, un texte publié en 1972 et qui a d'ailleurs remporté le prix Hugo. En 1972, oui, c'est important de rappeler le contexte. Bah oui, en 72, Internet était à peine un concept balbutiant dans quelques labos militaires. Faut imaginer qu'on est en pleine guerre du Vietnam. À l'époque, tout le monde a lu ce livre comme une simple allégorie contre l'impérialisme militaire ou la destruction écologique. Sauf que l'analyse de Block News propose une relecture fascinante de l'œuvre. Ils y voient la prophétie exacte de notre rapport aux géants technologiques actuels. Alors pour bien saisir le parallèle, il faut peut-être se pencher sur le fonctionnement du monde imaginé par Le Guin. La planète Hatchel. Oui, Hatché. C'est une planète habitée par une civilisation profondément pacifique. Mais leur particularité fondamentale, c'est leur mode de communication. Les Hatchéens sont connectés les uns aux autres par une pratique organique de rêve partagé. Une sorte de conscience collective apaisée. Voilà, c'est un état de communion silencieuse qui cimente leur société. Et le drame se noue quand les Terrans, donc les humains de la Terre, débarquent pour exploiter les ressources de la planète, notamment le bois. Mais au lieu de se contenter de raser la forêt avec des lasers, ce qui serait le cliché ultra classique de la science-fiction des années 70, les humains imposent tout autre chose. Les Terrans déploient une infrastructure technologique massive, un réseau de communication artificielle omniprésent, doublé d'un système de surveillance mentale. Et c'est précisément là que l'analyse de Block News fait mouche, je trouve. L'argument de leur dossier, c'est que la violence la plus destructrice des envahisseurs n'est pas physique. C'est une violence par la substitution. C'est le mot juste. Les colons imposent, sous couvert d'efficacité, de rationalité et d'ordre, un système de communication vertical et rigide. Et ce système vient se superposer, puis écraser, le réseau naturel des rêves partagés. L'infrastructure s'immisce dans l'espace mental. Exactement. Le résultat, c'est la destruction pure et simple de leur autonomie cognitive. Rapidement, pour les locaux, l'ancienne façon d'interagir, de communiquer en douceur devient littéralement inimaginable. Et c'est ce concept d'infrastructure imposée qui résonne tellement avec notre quotidien aujourd'hui. L'analogie qui me vient tout de suite en tête en lisant ça, c'est l'urbanisme sauvage. C'est-à-dire ? Si on imagine un promoteur immobilier qui débarque dans une vieille ville, très piétonne, très tranquille, il décide d'y construire un immense réseau d'autoroutes ultra rapides, des routes magnifiques, très lisses. D'accord, j'en vois l'idée. Sur le papier, c'est une avancée majeure.
Mais le détail crucial, c'est que pour faire passer ces autoroutes, ils détruisent méthodiquement tous les trottoirs, les parcs et les petits sentiers. Il efface les alternatives. Voilà. Personne ne vient jamais frapper à la porte des habitants avec un fusil pour les obliger à acheter une voiture. Sauf que, de facto, l'environnement était tellement modifié que marcher pour aller voir son voisin, ça devient impossible. La voiture devient obligatoire pour exister socialement. Cette analogie urbaine illustre très précisément ce que le dossier de Block News identifie comme le cœur de l'œuvre de Le Guin. Les terrans n'ont pas besoin d'utiliser la force brute s'ils contrôlent le seul canal de communication disponible. C'est le contrôle par la commodité. Ils offrent la commodité immédiate, l'intégration à un réseau plus grand, plus rapide. Mais la contrepartie, qui est invisible au début, c'est la capture de l'esprit. L'indépendance de pensée est étouffée par le médium lui-même. C'est une méthode glaçante parce qu'elle se présente toujours sous les atours séduisants du progrès et de la praticité. Et c'est ce qui nous ramène violemment à notre réalité de 2026. Absolument. Si Le Guin a su théoriser cette colonisation de l'esprit par une infrastructure incontournable en 72, on peut se demander dans quelle mesure on n'est pas tous devenus les habitants de la planète Hatcheux aujourd'hui. Surtout quand on regarde les statistiques actuelles fournies dans nos sources, le constat fait un peu froid dans le dos. Totalement. Les données de la méta-analyse d'Al-Mamoun en 2025 dressent le portrait d'une société sous influence systémique. Le chiffre le plus saisissant concerne la nomophobie. Cette angoisse pathologique d'être séparé de son smartphone, c'est bien ça, hein? C'est ça. Et la prévalence globale a atteint aujourd'hui 94%. 94%. C'est quasi tout le monde. Les gens ressentent cette peur physique de la déconnexion. On n'est même plus dans l'anomalie statistique à ce niveau-là. L'anomalie est devenue la règle, c'est la nouvelle norme psychologique de l'humanité connectée. Et les conséquences physiologiques suivent cette même courbe. Qu'est-ce qu'on observe chez les plus jeunes, du coup? Chez les adolescents, on observe 76,7% d'anxiété jugée sévère, en lien avec cette nomophobie. Ah oui, c'est pas juste un petit stress passager. Non, c'est profond. Et du côté des adultes, la moyenne de temps d'écran s'est stabilisée entre 6 et 7 heures par jour, ce qui se traduit biologiquement, toujours selon l'étude, par une perte sèche de sommeil d'1 à 2 heures par nuit. 1 à 2 heures de sommeil en moins, ça détruit la santé sur le long terme. Et ça s'accompagne d'un effondrement de la capacité de concentration estimée entre 30 et 40% à cause du fractionnement de l'attention par les notifications. Mais tu sais ce qui me fascine le plus dans ces données? Ce n'est pas tant l'addiction elle-même, c'est sa banalisation. C'est-à-dire qu'on s'y est habitué. Ouais, comme dans la nouvelle de Le Guin. Après une génération entière d'exposition à cette infrastructure, on dirait que l'humanité a simplement oublié qu'une autre forme de réalité pouvait exister. Sauf qu'il y a un paradoxe énorme soulevé par les sondages de 2025. Lequel? 53% des adultes américains déclarent vouloir réduire significativement leur temps d'écran. Plus de la moitié des gens sont donc lucides sur le problème, ils veulent ralentir, mais ils n'y arrivent pas. Et c'est là que l'argument littéraire de l'infrastructure coercitive prend tout son sens dans la vraie vie. Si 53% des gens échouent à se déconnecter, c'est pas par simple manque de volonté individuelle. Non, c'est parce que la structure même de la société rend notre déconnexion prolongée hyper pénalisante. Le système global l'empêche. Attends, c'est là qu'il faut quand même qu'on soulève la contradiction majeure du dossier. Je t'écoute? Personne ne nous met un pistolet sur la tempe. Quand j'installe WhatsApp ou que je valide les conditions d'un réseau social, je le fais de mon plein gré, tu vois. Je veux voir les photos de ma famille, je veux que ça soit pratique pour organiser des dîners. C'est l'argument du libre arbitre. Bah oui. Comment est-ce que le dossier de Block News justifie l'emploi de termes aussi lourds que violence ou colonisation face à un comportement que des milliards de gens adoptent, en fin de compte, volontairement? Eh bien, c'est toute la nuance du concept que Block News définit comme la violence douce. La violence douce. Oui. Une violence traditionnelle, c'est évident. Si une armée arrive avec des chars, l'intention de domination est claire. On peut organiser une résistance parce que l'oppression est visible et que l'ennemi porte un uniforme. L'ennemi est clairement identifié. Voilà. En revanche, l'argument du média, c'est que quand l'outil de contrôle prend la forme d'une application merveilleusement pratique, qui nous aide à travailler à distance ou à organiser la garde des enfants, la perception de la contrainte disparaît complètement. L'outil nous donne l'illusion parfaite de la liberté de choix. C'est ça. Sauf qu'en réalité, le coût social du refus est devenu tellement exorbitant que le choix n'existe plus vraiment. Ouais, je vois. Si j'ai pas l'application, je rate les messages de l'école des enfants, je suis exclu des groupes de travail, je peux même plus valider
valider un billet d'avion ou accéder à ma banque sans une double authentification sur mon smartphone? Le dossier démontre que cette infrastructure est consciemment pensée via le design algorithmique pour rendre l'indépendance sociale obsolète. La liberté de ne pas participer au réseau, elle est purement théorique. En pratique, la société exige cette connexion comme condition préalable à l'existence citoyenne et économique. Exactement. La contrainte n'est pas physique, elle est structurelle. L'exclusion du fonctionnement de la cité est quasi immédiate si on refuse l'outil. C'est une ingénierie sociale redoutable qui avance masquée derrière le concept de service indispensable. C'est vraiment l'image de la cage dorée. Les barreaux ne sont pas en fer, ils sont tissés de commodité, de likes et d'une fluidité logistique absolue. Les géants de la tech nous offrent exactement ce que les envahisseurs de la science-fiction offraient. Un réseau global sans friction. Mais le coût caché de cette transaction, la monnaie d'échange silencieuse, ce sont nos réserves d'énergie cognitive, la profondeur de notre sommeil et notre capacité à tolérer des relations humaines brutes, sans l'intermédiation d'un écran. Et le fait que cette hyperconnexion dicte de manière invisible les termes et le rythme de nos interactions, c'est ce qui constitue cette fameuse aliénation douce, selon les auteurs. Le design des interfaces fragmente constamment notre attention. Ce qui empêche mécaniquement le déploiement d'une pensée longue ou même d'un ennui constructif, qui est pourtant essentiel au cerveau. Donc, si on rassemble toutes les pièces de ce puzzle, qu'est-ce que tout ça signifie au bout du compte? On a d'un côté ces statistiques mondiales vertigineuses sur la nomophobie, de l'autre cette théorie littéraire de 1972 qui décrivait déjà le piège, et au milieu, le constat qu'on est structurellement empêché de s'échapper de ce tapis roulant numérique. La synthèse de ces sources nous force à regarder la réalité en face. L'infrastructure que nous avons bâtie pour nous connecter agit fondamentalement comme un enclos pour notre attention. C'est un peu déprimant dit comme ça. Oui, mais l'exploration ne s'arrête pas sur un constat de défaite. La lueur d'espoir, la donnée la plus cruciale de tout ce corpus, elle nous ramène au point de départ. À la Stanway School, l'expérience des collégiens de l'Université d'York. C'est la clé de voûte de toute cette réflexion. L'étude clinique prouve que le recablage de notre cerveau par ce système n'a rien d'irréversible. Le chiffre qu'il faut graver dans le marbre, c'est 21. 21 jours? Il ne fallut que 3 petites semaines à un groupe d'adolescents qui est pourtant la population la plus vulnérable et la plus nativement immergée dans cette technologie pour briser l'illusion de la dépendance. 21 jours pour que le brouillard se dissipe. C'est quand même incroyable. En moins d'un mois, l'organisme se purge de la boucle dopaminergique. Ils ont réactivé des réseaux de neurones endormis, retrouvé la capacité de converser longuement, de s'ancrer dans le moment présent. Et de maîtriser à nouveau cette fameuse syntaxe du silence partagé. C'est un message profondément libérateur. Je suis bien d'accord. Prendre conscience que cette fatigue chronique ou ce déficit d'attention qu'on ressent tous, ce ne sont pas des faiblesses personnelles, mais les conséquences logiques d'un environnement conçu pour capter notre énergie. Ça change tout. Réaliser la nature de cette violence douce, c'est la toute première étape pour quiconque souhaite reprendre le contrôle de son propre capital cognitif. Voir les murs de la cage et comprendre de quoi ils sont faits, c'est la condition sine qua non pour commencer à chercher la sortie. Exactement. Et pour clore cette réflexion, il y a une idée qui me vient et qui donne un peu le vertige. Je t'écoute. Si on y pense une seconde, il a suffi de 21 jours à de simples collégiens de 4e, nés avec un écran entre les mains, pour faire ressurgir la magie et la puissance d'une vraie connexion humaine. Oui, c'est allé très vite. Alors imaginez ce principe appliqué à l'échelle d'une société entière. Qu'est-ce qu'on inventerait? Quelle capacité intellectuelle, artistique ou sociale endormie verrait-on soudainement se réveiller si on osait collectivement se débrancher de cette infrastructure pendant un an? C'est une perspective immense. C'est à se demander si notre évolution sociale et notre imagination n'ont pas été secrètement mises sur pause par cette illusion technologique. C'est peut-être la question la plus importante à garder en tête pour habiter le prochain moment de silence qui s'offrira à nous. Le défi est lancé. La prochaine fois qu'un silence s'installe, dans un transport en commun, dans un salon ou une salle d'attente, observez juste ce petit réflexe qui vous pousse à dégainer un écran pour fuir le vide. Il y a peut-être beaucoup plus de choses à découvrir et à créer en écoutant simplement ce que ce blanc a à nous dire. Et ça, c'est une exploration à mener soi-même, de préférence hors ligne.